Messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, on se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission Zoom, l'émission qui vous donne l'opportunité de comprendre l'actualité en République démocratique du Congo. On va décrypter les différents sujets d'actualité au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout d'abord, les états généraux de la justice, les assises qui se sont présentés comme une thérapie pour guérir la justice congolaise qualifiée de malade par le chef de l'État. Plusieurs résolutions assorties de ces assises des États généraux de la justice. L'une des résolutions qui va nous préoccuper au cours de cette émission, c'est le fait que la République démocratique du Congo, le pays de Félix Tshisekedi, envisage de se retirer de statut de Rome si seulement que la Cour pénale internationale, la CPI, n'envoyait pas ses mandats d'arrêt international contre Paul Kagame pour des crimes internationaux commis, surtout perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Comment voyez-vous justement cette démarche de la République démocratique du Congo? On va parler de ces débats qui continuent à défrayer la chronique au pays de Félix Tshisekedi, débat sur la révision, sinon le changement de la constitution RD congolaise. Le chef de l'État qui était le week-end à Lubumbashi dans la province du Grand Katanga, traditionnellement parlant, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'exclut pas les changements de la constitution et met du coup en garde ceux qui vont vouloir manipuler la population, qui seront exposés à la justice et à des poursuites. Pendant ces temps, il y a un camp ou un front qui s'est créé, le front de l'opposition politique congolaise, qui s'oppose justement à travers ces projets de changer ou de réviser la constitution RD congolaise. Parmi les acteurs, il y a Moïse Katumbi qui voit à travers ces projets de vouloir changer ou modifier la constitution une manipulation pour le chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Pendant ces temps, Martin Fayulu parle d'une absurdité manifeste. Du coup, Martin Fayulu a tenu c'est lundi 17 novembre 2024 une adresse à la nation où il demande, il pense que le fait du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de vouloir mettre une commission multidisciplinaire de l'année prochaine pour voir comment changer la constitution, c'est une façon pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de déclarer la guerre contre le peuple congolais. Et il déclare, Martin Fayulu, il verra bientôt ce que le peuple congolais lui réserve. Et Denis Mukwege parle d'un danger pour la démocratie. Denis Sanga, lui, parle d'un projet pour des gains personnels. Claude Lubaya, lui, parle de changer de président, pas un changement de la Constitution. On en parle ce soir avec notre invité. Il s'agit de Variste Tshiswaka. Il est cadre du parti politique Orange, j'ai parti politique cher à Fiyou Ndondoboni. Monsieur Variste Tshiswaka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Monsieur Maxime pour l'invitation. Laissez-moi saluer tous les téléspectateurs et les internautes qui sont en train de nous suivre. Et je salue aussi particulièrement le président de mon parti Orange, le président Fiyou Ndoboni, ainsi que tous les cadres du parti politique Orange, le parti des hommes intègres. Le parti Orange Congo et Likia Ezali. Donc vous gardez cette lueur d'espoir de voir la RDC se développer demain ou après-demain? Nous gardons nos fronts bien levés, espérant en un Congo meilleur, un Congo où il fera beau vivre plus qu'aujourd'hui, un Congo qui sera le fruit d'un dur labeur, un Congo qui ne sera pas le fruit du hasard, où on se réveillera un matin, on trouvera tout en place, mais un Congo qui nous demande de travailler,
Un Congo qui nous demande de la grandeur et de la hauteur pour construire et travailler durement pour le développement de notre nation. Elikia Ezali. Elikia Ezali, on commence cette émission avec ces sujets qui tardent les esprits d'un Congolais. On va réfléchir froidement sur les états généraux de la justice lancés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. Évariste Tshisekedi, tant de résolutions assorties de ces états généraux 2024 organisé en République démocratique du Congo, qui s'est présenté comme une thérapie pour guérir cette justice congolaise qualifiée de malade. J'aimerais aujourd'hui nous puissions nous baser beaucoup plus sur l'une de résolution assortie de ces assises, notamment le fait pour la République démocratique du Congo d'envisager les retraits du statut de Rome. Si c'est le bon si la CPI n'expédiait pas un mandat d'arrêt international contre Paul Kagame par rapport à tous ces crimes commis en République démocratique du Congo. Comment voyez-vous déjà cette démarche amorcée par la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, cher Maxime. Laissez-moi d'abord saluer et féliciter ces bravos du ministre Constant Moutamba. Ce que nous l'avons beaucoup critiqué, disons qu'il ne doit pas faire du populisme, mais il doit vraiment faire l'état des lieux et voir qu'est-ce qu'il faut pour notre justice. Et nous saluons cette initiative qu'il avait prise pour les états généraux de la justice. Et je profite aussi pour saluer tous les intervenants, et en particulier le président Fiyou Nonoboni, qui est aussi l'un des intervenants à ces états généraux de la justice. Et je retiens une chose dans l'intervention du président Fiyou Nonoboni, qui a parlé d'investir dans l'homme pour pallier ou encore la meilleure thérapie pour relever notre justice. Il faut investir dans l'homme congolais, parce que l'homme est l'acteur majeur dans cette justice. Parce que dans la justice, nous avons les lois, mais nous avons aussi les acteurs qui sont les humains. Et si on investit comme il se doit, un homme qui est dans lequel on a investi deux valeurs de justice, de noblesse, je pense que c'est cet homme-là qui peut relever la justice. Donc, bref, si nous voulons une meilleure justice demain, on doit investir dès à présent dans l'homme congolais. Quand je dis investir dans l'homme congolais, c'est-à-dire commencer par le niveau le plus bas. Oui. Vous savez, aujourd'hui, même au niveau primaire, à l'école primaire... Donc, commencer à la base. Commencer à la base. Combattre la corruption de la base. Vous savez que dans notre pays, les diplômes, ou encore pas les diplômes, mais même le bulletin, se vendent au coin des avenues. Je vous dis une réalité. Un enfant peut étudier, commencer l'année scolaire, finir cette année, sans avoir soldé le frais scolaire à l'école, là où il a étudié, et facilement, les parents vont le prendre, aller l'inscrire dans une autre école. On se pose la question, comment est-ce qu'il est allé inscrire cet enfant dans une autre école sans bulletin? Donc, il se trouvait un bulletin, il a acheté un bulletin au coin de l'avenue pour aller inscrire l'enfant dans une autre école. Vous voyez un peu là où commence le problème. Le problème. Donc, si déjà au plus bas niveau, on doit lutter déjà, on doit investir, mettre la valeur de l'homme, je pense qu'on pourra remédier à ce problème de la justice, ce qui est très important. Donc, on doit investir dans l'homme, comme l'a dit le président Fiyou Nonoboni. Alors, par rapport à cette résolution, il y a eu plusieurs résolutions. Mais moi, je vois que cette résolution, l'autre facette, la première facette, c'est une résolution des responsabilités. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas être partenaire, mais vous ne faites pas le jeu d'un bon partenariat. C'est-à-dire, nous sommes destinataires pour le droit des hommes, de l'homme, mais vous remarquez que les droits de l'homme sont piétinés dans notre pays par un pays voisin, un président voisin, mais jusqu'aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde, on ne sait pas sanctionner Kagame, on ne sait pas sanctionner tous ceux qui commettent ces crimes, surtout les étrangers qui commettent des crimes dans notre pays. Mais il est vrai qu'on doit se remettre en question, se poser la question, mais pourquoi?
Quelle est notre importance d'être des signataires? Raison pour laquelle je dis c'est réfléchi. Mais la face B, c'est aussi est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un danger? Parce que demain, il y a aussi les acteurs congolais qui peuvent commettre des crimes. Et souvent, nous avons tendance à faire appel à la justice internationale. Ça, c'est la face B. Donc, vous raisonnez en ambivalence par rapport à cette volonté manifestée par le gouvernement congolais. Effectivement, parce qu'il y a les avantages, mais il y a aussi les inconvénients. Alors, on doit s'assumer. Si nous adoptons pour cette résolution, alors acceptons aussi les inconvénients. Les inconvénients, ça serait quoi? Nous devons nous-mêmes être responsables de punir comme il se doit tous ceux qui seront en train de violer le droit de l'homme en RDC. Mais on a comme l'impression, parce qu'il y a cette opinion qui parle d'une deux poids, deux mesures par rapport à la façon dont la Cour pénale internationale est en train de trancher les histoires. Et puis on estime qu'on est, la RDC est toujours victime de cette justice de la Cour pénale internationale, de la CPI. Pensez-vous qu'il y a deux éléments qui attestent aujourd'hui qu'on marche en égalité avec d'autres pays lorsqu'il s'agit de régler peut-être des conflits armés, des crimes contre l'humanité? Merci beaucoup, cher Maxime. Mais il ne faut pas prendre la RDC comme étant la victime de la CPI, mais plutôt la RDC est victime de la communauté internationale. Vous savez, la CPI, il faut comprendre la CPI comme un instrument qui est manipulé par les Occidentaux. Ils veulent punir, sanctionner qui ils veulent. C'est la politique internationale. Parce que la CPI, moi je la vois, c'est un instrument que la communauté utilise à son bon vouloir. Alors, à ce stade, si Kagame, parce qu'il faut le citer, Oui. C'était nommément. Jour une mission secrète de la communauté internationale, il ne faut jamais s'attendre à ce que la CPI puisse entrer en jeu pour les sanctionner ou pour l'arrêter, pour l'interpeller. Non. Parce que, aussi longtemps qu'il serait un bon enfant, un bon élève de la communauté internationale, la CPI ne touchera jamais aux intérêts de la communauté internationale, ne touchera jamais Kagame. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc la CPI, c'est un instrument qui n'a pas d'influence de la RDC, mais plutôt a plus d'influence de l'Occident. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, si cette CPI a beaucoup plus l'influence de l'Occident, c'est-à-dire on n'a pas vraiment l'intérêt de faire partir, de ratifier même ces traités de Rome, parce que ce n'est pas du tout avantageux pour la RDC. Ce n'est pas avantageux, c'est dans le fait. Mais dans la lettre, dans ces statuts de Rome, vous voyez qu'il y a les avantages pour tous les signataires. Mais dans le fait, dans le comportement, c'est là où nous voyons que c'est un instrument juridique de la communauté internationale. On parle de plusieurs millions de morts sur les sols congolais, aucun intérêt manifesté. Peut-être aujourd'hui Paul Kagame, il ne faut pas l'ignorer, Paul Kagame est pointé du doigt comme auteur de tous ces crimes. On a vu avec, malgré que le Rwanda n'a pas rectifié ces traités de Rome, on a vu avec Poutine avec la Russie, qui n'a jamais ratifié le traité de Rome. Mais une fois on a vu, ce n'est pas comparable, même le nombre de morts en Ukraine, ce n'est pas comparé à la RDC, mais on a vu la célérité avec laquelle la Cour pénale internationale a émis son mandat d'arrêt international contre Poutine. Pourquoi pas le faire au Rwanda au moment où d'aucuns peuvent ignorer que non, Paul Kagame joue activement par rapport à tous ces crimes perpétrés à l'est de la RDC. Cher Maxime, c'est ce que je tente de dire tantôt. Tout ce que vous venez de dire, ça prouve à suffisance. Okay? Ça prouve à suffisance
comment est-ce que la communauté internationale est derrière tous ces massacres? Comment est-ce que la communauté internationale est derrière ce que Kagame est en train de faire? Et Kagame est non juste en train de jouer les rôles. C'est comme un scénario qui a été écrit par la communauté internationale où Kagame est un acteur. Et la CPI étant au service de l'OTAN, je vous assure que la CPI n'interviendra pas contre Kagame. Parce que Kagame est en train de jouer un rôle important. Mais retenez, le jour que la communauté internationale va se désolidariser de Kagame, vous verrez les actions de la CPI. Là, on verra les actions maintenant. Vous verrez les actions de la CPI contre Kagame. Moi aussi, parce que la CPI, c'est une caisse de résonance de la communauté internationale ou des Occidents. C'est un instrument juridique de l'Occident pour fragiliser d'autres pays considérés le faible. Donc, la communauté internationale utilise la CPI à son bon vouloir. Pour fragiliser ces pays faibles. Pas seulement fragiliser, en relation internationale, ce sont les intérêts. Donc la CPI s'impose là où il n'y a pas ses intérêts. Mais là où il y a les intérêts de la CPI, de la communauté internationale, la CPI ne fait rien. Parce que vous avez même cité ici, nous prenons combien de morts depuis la guerre de l'Ukraine? Il y a eu combien de morts? Comparativement à la crise à l'est de notre pays, la RDC, il y a eu combien de morts? C'est de millions et des millions de morts. Mais pourquoi Kagame n'est pas interpellé? Vous pensez que Kagame, il n'est pour rien? C'est faux. Même les Nations Unies ont confirmé que Kagame est derrière le M23. Il soutient le M23. Et Kagame, le même Kagame, a reconnu qu'il y a des militaires, les RDF, qui sont sur notre sol, en train d'accompagner le M23. Il a parlé même de troupes de 4 à 5 000 soldats rwandais qui sont sur le sol congolais. Qui sont sur notre sol. Mais ce sont des violations graves du droit international. Même violation de la souveraineté de l'État. Effectivement. Mais en revanche, qu'est-ce que nous bénéficions concrètement de notre participation ou encore de cette signature de la Charte des droits de l'homme? Je pense que nous ne sommes pas bénéficiaires. Au contraire, ce sont les intérêts de l'Occident qui priment. Raison pour laquelle je disais, si aujourd'hui nous acceptons de nous retirer, ça serait une action responsable, mais l'autre face, ça serait plus compliqué parce que nous avons encore notre justice qui est encore malade. Voilà, parce que... Il serait important que nous arrivions d'abord à guérir la maladie de notre justice avant de nous retirer. Évariste Tshisekedi, êtes-vous optimiste? Pensez-vous que c'est possible? On peut dire oui, ça y est, la justice congolaise sera guérie à travers cette thérapie des chocs lui administrée à travers les états généraux de la justice organisée. Je reste pessimiste. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette maladie de la justice n'est pas moindre. Et cette maladie, c'est un système. Et ce système est bien installé. Vous savez, M. Maxime, il y a des gens qui se construisent des immeubles, qui construisent des palais, qui construisent des fortunes à cause de cette maladie de la justice. Il y a vraiment des affaires. Il y a des magistrats, véritables, qui sont cités. Qui se construisent des empires. Oui, qui se construisent des empires. Derrière cette maladie de la justice. Et toutes ces personnes-là qui forment ce système, je vous dis, avec tous ces états généraux, avec tout ce qui peut se faire, je vous dis s'il n'y a pas de sanctions sévères, et si nous n'investissons pas réellement dans l'homme, parce qu'il faut des sanctions pour faire partie le magistrat véreux. Mais qui vont les remplacer? C'est là où je dis, on doit déjà commencer. Il y a un G concours où on a appris, c'était 2000 ou 5000 magistrats. Est-ce que les 5000 ou
les 2500 magistrats, les 5000 magistrats, je vous dis, ils sont passés à l'université dans quelles conditions? Ils ont étudié l'université ici au Congo ou ailleurs. Nous connaissons tous les conditions actuelles de nos universités. Est-ce que, M. Maxime, aujourd'hui, on peut se dire qu'un diplômé en droit, tous les diplômés en droit, sont capables de défendre leur diplôme? C'est faux. Mais c'était par concours et puis la sélection. Je vous dis, il y a eu des gagnants à ces concours. Je ne sais pas dire ici. Parmi le millier de milliers, on a retenu que 5000. Et puis lorsque vous faites partie de ces 5000, c'est-à-dire vous êtes excellent. Monsieur Maxime, quand on fait les études de droit, c'est pour devenir soit avocat, juriste, soit avocat, magistrat, donc tout ça. Alors, ces concours ont eu la participation de combien de candidats? Et pourquoi on a retenu que les 5000? Déjà, ça met à mal notre système éducatif. C'est là où je dis, on doit rompre les liens entre ce que nous traitons aujourd'hui de magistrats vérés et la jeunesse montante. Ça doit commencer dans nos universités. On devait arrêter avec la vente des syllabistes. Les syllabistes, la vente des TP. Mais ça continue. Aujourd'hui, dans nos universités, la corruption bat son plein. Bat son plein, M. Maxime. Et vous pensez que un magistrat qui déjà lui-même est fruit de la corruption universitaire, après il est fruit de la corruption du concours, et vous fruit de la corruption du concours. Et vous estimez que quand il sera en train de dire le droit, il dira le bon droit? Non. Non. C'est pourquoi je dis, la vraie thérapie, c'est d'abord, on doit commencer par la base. Vous alignez derrière même ces magistrats qui, à travers un communiqué récemment publié, ils ont estimé que ces états généraux de la justice est une forme de théâtre et que ça va accoucher d'une souris, n'ayant pas totalement espoir qu'il pourra ressortir grand-chose de ces assises. Pas du tout, je ne m'aligne pas derrière leurs pensées, mais plutôt moi je dis ceci. S'il y avait une volonté manifeste à tous les participants à ces états généraux, s'il y avait la volonté manifeste de changer, je pense qu'on pouvait s'attendre à un résultat. Mais certes, on peut voir clairement qu'il n'y a pas une volonté manifeste. Parce qu'il faut un changement radical. Un changement radical. Mais jusqu'à il n'y a pas cette volonté manifeste de ces changements. Parce que le ministre accuse le magistrat d'être à la base de cette maladie de la justice. Mais les accusés n'acceptent pas. Et les accusés à l'air tout accusent le ministre. Raison pour laquelle aujourd'hui le ministre a même proposé qu'on ne puisse pas parler seulement, qu'on puisse faire des réformes. Ce sont parmi aussi des recommandations des États généraux. Qu'on puisse faire des réformes pour qu'on n'ait pas le Conseil supérieur de la magistrature, mais que ce soit plutôt le Conseil supérieur de la justice, où il y aura aussi des avocats, le ministre et tout le monde dedans. Et que le ministre chapeaute, oui. Effectivement. Et pourquoi cela? C'est parce qu'on n'a pas confiance en nos magistrats. Et comment arriver à finir cette crise de confiance si, entre le ministre et le magistrat, il n'y a pas cette confiance? Et que pensez-vous de la population? Tout un problème. Voilà, on va parler cette fois-ci de la question ou du débat sur la révision, sinon le changement de la Constitution. Le chef de l'État n'abdique pas. Il a réitéré justement sa position. C'était à Lubumbashi lors de son adresse. Félix Tshisekedi pense ou reste droit sur ses bottes en disant que la Constitution
il y aura de raisonnement à travers cette commission qui sera mise en place de l'année prochaine, une commission pluridisciplinaire qui, les personnes ou les acteurs vont devoir réfléchir sur comment changer cette constitution et mettant directement en garde ceux qui vont vouloir manipuler la population. Ils seront exposés à la justice et à des poursuites. Évariste Chiswaka, quelle est la position du parti Orange face à ces débats, ou personnellement, comment voyez-vous ces débats qui s'alignent sur le changement ou bien la révision de la Constitution? Merci beaucoup, cher Maxime. Je vais donner la position de mon parti Orange. Cette position est, d'ailleurs, nous disons que c'est le salut du peuple qui est la loi suprême, et nous disons que la priorité, c'est le social du peuple congolais. La priorité, c'est la bonne gouvernance. La priorité, c'est la bonne gestion du pays. Parce que notre pays, la population croupit dans la misère. On dit que cette constitution-là handicape beaucoup de choses dans la gouvernance même du pays. Oui, je tente de donner le point de vue de mon parti politique, mais en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, j'ai aussi un point de vue que je peux émettre par rapport à ce sujet du changement ou de la révision de la Constitution. Cher Maxime, on doit se rappeler ici que la Constitution, c'est une œuvre humaine. Là, nous le savons tous, elle peut avoir des imperfections et puis aussi, elle peut évoluer selon les circonstances, selon les réalités. Et la Constitution elle-même prévoit même le mécanisme de sa révision. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais je dis que ce n'est pas une priorité. Mais s'il faut parler du changement, M. Maxime, là c'est mon point de vue en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen congolais, je pense que parler du changement de la Constitution aujourd'hui, ça serait un coup d'État. Ça serait un coup d'État. Oui, vous empruntez presque le même mot avec cette adresse de Martin Fayoulou ce matin, qui estime que parler du changement de la Constitution, c'est déclarer une guerre contre le peuple congolais. Je dis ceci. Coup d'État. Oui, effectivement, moi je dis changer la Constitution, c'est un coup d'État. Parce que le changement de la Constitution va ramener au renversement de l'ordre constitutionnel. Ça signifie quoi? Dès que nous changeons la Constitution, toutes les institutions actuelles émanent de cette Constitution. Ça serait un renversement, on prépare à zéro, avec toutes les conséquences possibles. Donc, c'est-à-dire, le président actuel peut être encore candidat, le président Joseph Kabila peut aussi être candidat, et tout redépart à zéro. Et aussi, la question c'est quoi? Quelle est la motivation pour ce changement constitutionnel? C'est quoi la motivation? Est-ce seulement l'article 217? Cher Maxime, le chef de l'État a mis en garde tous ceux qui iront dans la manipulation par rapport à ce sujet. Il est le garant de la nation et c'est lui qui est censé protéger le peuple congolais. Mais si, déjà au niveau de l'interprétation de l'article 217, cher Maxime, chacun peut interpréter à sa manière, mais on doit demander la loi elle-même, comprendre l'esprit de cette loi. Cher Maxime, cet article dit ceci: la RDC peut. Je m'arrête là. La RDC peut. Ce n'est pas la RDC doit. Il n'y a pas d'obligation là. Il n'y a pas d'obligation. Cher Maxime, c'est comme si on vous disait, écoutez Maxime, Maxime peut manger chez le voisin. On ne t'a pas obligé d'aller manger chez le voisin. Mais tu as la capacité. C'est toi qui as la capacité. On te donne la capacité d'aller manger chez le voisin, mais on ne t'a pas obligé d'aller manger chez le voisin. Donc, c'est-à-dire, la RDC n'est pas obligée de signer ou
de signer des accords qui pourront compromettre. Mais Fabrice Tshisekedi, lorsque le chef de l'État pense que les réalités d'aujourd'hui doivent être contextualisées, la conscience doit être adaptée aux réalités actuelles du pays, on est en train de le voir, même au niveau du Gabon, où il y a eu référendum samedi pour changer la constitution afin d'adapter la réalité actuelle du pays. Pensez-vous, on n'est pas dans un même ordre d'idées qu'aujourd'hui, parce que à entendre certains, même vous avez suivi le secrétaire général de l'IDPS avant même de parler des traités, la Constitution RD congolaise d'une malédiction. C'est grave. Auparavant, il a estimé que le 5 ans qu'exerce le chef de l'État pour le mandat présidentiel, c'est un 5 ans théorique de niveau pragmatique ou niveau pratique, c'est pratiquement 3 ans, avec tous ces temps que prennent la formation du gouvernement informateur, toute autre chose. Est-ce qu'il ne faut pas contextualiser ces réalités dans une nouvelle constitution? Cher Maxime, à l'entrée de jeu, je dis ceci. C'est vrai, c'est une loi qui peut s'adapter aux réalités de notre pays. Mais je posais la question de la motivation. Vous prenez le cas du Gabon. Écoutez, le Gabon est en train de sortir d'une crise. Le Gabon est en train de sortir d'une crise. Il y a eu coup d'État au Gabon. Ils sont en train de vouloir mettre en place. Mais ce n'est pas le cas chez nous au Congo. Nous sommes là où toutes les institutions sont bien implantées, où le président de la République est en place, il n'y a pas de crise étatique, il n'y a pas de crise institutionnelle. Alors, nous comparer au Gabon, je pense que ça ne serait pas une bonne chose, c'est une aberration. On ne doit pas... c'est un faux fuyant, si on doit se comparer au Gabon. C'est un faux fuyant. Oui, c'est un faux fuyant. Mais les débats sur le changement de la Constitution doit être un débat de qualité. Oui. Doit être un débat de qualité. Et ce n'est pas un débat qui doit diviser la nation. Les points de vue sont divisés, mais là, on ne va pas diviser la nation à cause des intérêts personnels. Si il y a les citoyens, les concitoyens qui pensent qu'on doit changer la Constitution, ils doivent motiver pourquoi on doit changer. Mais si la motivation, c'est par rapport à l'article 217, je pense que ça ne vaut pas la peine. C'est déjà mal parti. Parce que la modification de l'article 217 de la Constitution ne demande pas un changement de la Constitution. L'article 217 n'est pas un article verrouillé. Une simple révision peut toucher à cet article. Alors, c'est quoi la vraie motivation du changement? Moi, en tant que citoyen congolais, je dis que ce n'est pas une opportunité. Au niveau de l'Union sacrée, vous n'avez pas dégagé un consensus sur par rapport à ces débats au niveau de l'Union sacrée. Mais écoutez, cher Maxime. Parce que c'est porté par votre partenaire de taille, le parti présidentiel, qui est l'IDPS. Est-ce que, avant de dégager une telle option, quelques ténors de l'Union sacrée étaient-ils consultés? Oh, je ne sais pas, mais nous sommes dans l'Union sacrée. Je pense que le sujet n'a pas été débattu au sein même de l'Union sacrée. Et l'UDPS, qui est porteur de cette pensée du changement de la Constitution, est en train de marcher seul. Nous, en tant que partenaires alliés au sein de l'Union sacrée, nous avons aussi vu le débat sur la toile. C'est la place publique. Oui. Alors, on ne va pas imposer aux partenaires votre manière de réfléchir. Non. Venez, nous allons débattre et nous allons trouver un compromis. C'est vrai. C'est le chef de l'État qui est le garant de la nation. Mais écoutez, le changement de la Constitution, ce n'est pas le chef de l'État qui doit s'imposer pour changer la Constitution. Là même, la Constitution ne le permet pas. La souveraineté nationale ne revient pas au chef de l'État. La souveraineté, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est souverain et qui peut décider
du changement de la Constitution. À travers un référendum, bien évidemment. Effectivement. Mais écoutez, le référendum, combien ça va nous demander? C'est une élection à part entière. On peut déjà organiser un référendum par rapport à ces débats pour voir qui sont pour ou qui sont contre. Cher Maxime, si on doit considérer les priorités dans ce pays, si on doit considérer que nos élèves, nos enfants, ont fait 2 mois à la maison sans partir à l'école parce que les enseignants étaient en grève, si on doit considérer la situation de l'Est du pays qui nous demande l'argent, si on doit considérer que les médecins sont en grève, si on doit considérer que les enseignants demandent la majoration de leur salaire, si on doit considérer que le militaire, si on doit considérer la couverture santé universelle, je ne pense pas qu'on doit oser prendre 1 milliard et quelques millions de dollars pour aller au référendum, pendant que nous avons des priorités, pendant que le peuple coupe dans la misère. Donc c'est une forme de déclarer la guerre contre la RDC, comme dit Fayoulou lors de son adresse ce matin. Non, ce n'est pas du tout déclarer la guerre contre la RDC. Mais je pense que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il a aussi beaucoup de réalités qu'il connaît de la situation du pays. Mais je pense que ce débat-là, aujourd'hui parler du changement de la Constitution, moi je pense que c'est inopportun. C'est inopportun. On doit changer le président et ne pas changer la Constitution, comme déclare Claudel Loubaya. Mais le président, qu'on le veuille ou pas, en 2028, on va le changer. On doit changer. J'ai dit, le président... C'est une urgence de changer. Non, nous avons... C'est une urgence de changer le président. Non, nous avons une constitution qui donne 5 ans au président de la République. La Constitution doit rester et puis changer de président. Comme déclare le Baya. Écoutez, la logique est simple. Oui. Le président de la République a prêté serment sur la Constitution. Oui, il a prêté de respecter la Constitution. Donc, si il n'y a pas référendum, le président de la République, qu'on le veuille ou pas, nous allons le changer en 2028. En 2028? Effectivement, nous allons le changer parce que les débats, c'est actuel, non? Les débats actuels. Mais à ce moment, on ne peut pas changer le président. On va le changer par quel mécanisme? On doit attendre les élections. Dubaï est dans la perdition. Non, oui, il est dans la perdition. Parce qu'on doit attendre les élections. Il ne peut pas un coup d'État ou quoi? Parce que si c'est la Constitution que nous devons respecter, si on ne se bat pour la Constitution, on doit respecter cette Constitution. Et la Constitution donne un mandat de 5 ans au chef de l'État. Et après quoi, nous irons aux élections pour changer de chef d'État. Il n'y a pas question ici pour le chef de l'État de vouloir... s'éterniser au pouvoir, comme l'estime d'aucun Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Denis Mukwege qui parle du danger de la démocratie RD congolaise. Est-ce que vous aussi, vous pensez de la même façon que tous ces acteurs politiques de grande envergure de notre pays, que Félix Tshisekedi a vraiment cette intention, sans nul doute, de vouloir s'éterniser au pouvoir? Je sais que le chef de l'État l'avait le même dit plusieurs fois, qu'il respectera la Constitution et qu'il n'a pas les intentions de s'éterniser au pouvoir. Mais je dis, le changement de la Constitution lui donnera encore le pouvoir de rester. Il lui donnera encore le pouvoir de rester. Là, on doit le dire clair. Parce que parler du changement de la Constitution, sans faire allusion que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, peut encore postuler en 2028 ou encore peut encore être candidat aux élections, c'est une manipulation. On doit dire qu'on peut changer la Constitution. En changeant la Constitution, oui, le chef de l'État peut encore revenir comme candidat parce qu'on a renversé l'ordre constitutionnel. C'est un coup d'État. Coup d'État. Effectivement. Vous persistez avec vous. Oui, le changement de la Constitution, c'est un coup d'État. Et par exemple, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En gros, qu'est-ce que la population qui nous suit de partout à travers le monde peut retenir de tout ce qui a été dit? Merci beaucoup, cher Maxime, pour cette opportunité que vous avez donnée de partager, de changer. Je pense qu'en résumé, par rapport aux états généraux de la justice, le peuple congolais doit retenir ceci. L'acteur majeur dans ce processus, c'est l'homme congolais. Et on doit investir sérieusement dans l'homme congolais. C'est la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de tout Congolais qui pense que demain, nous devons avoir une meilleure justice. Nous devons investir dans nos enfants, dès à présent. Et par rapport à l'autre sujet, qui était notre deuxième sujet, par rapport au changement de la Constitution, nous, le Parti Orange, nous disons que la priorité, c'est d'abord la bonne gouvernance. Parce que le peuple coupé dans la misère, on doit alléger
la misère de la population. C'est notre priorité. Mais un point de vue personnel qui n'engage pas mon parti, mais qui m'engage moi en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, je dis que le changement de la Constitution est inopportun pour le moment. Parce que le problème du Congo, ce n'est pas le changement de la Constitution. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2015, l'avait dit que le problème du Congo, ce n'est pas la Constitution, mais le problème du Congo est Nzala. Le problème du Congo est Guerre Est, le problème du Congo est Banabatanga Kelasi, le problème du Congo est santé, le problème du Congo est Bilenge Bazamisala. Donc la Constitution n'est pas un problème pour le Congo. Donc le changement de la Constitution actuellement est vraiment inopportun. Évariste Tshiswaka, cadre du parti politique Orange, je vous dis merci de t'en disposer. Merci Maxime. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. J'espère que vous étiez vraiment beaucoup plus satisfaits des réflexions pointues, grises par rapport aux thématiques qui étaient sous examen, les états généraux de la justice, une thérapie pour guérir la justice congolaise qualifiée de malade, débat autour de la constitution RD congolaise, opportunité ou inopportunité de vouloir changer ou de réviser certaines dispositions de cette constitution. Notre invité était bien évidemment Évariste Tshiswaka. Une émission réalisée par Moro Njambe. Christian Bonjour était du côté de la régie, Doudou Montiri à la production. Je vous retrouve de la semaine prochaine pour parler encore Congo. Ça sera avec un autre invité pour discuter de sujets brillants d'actualité en République démocratique du Congo. Je vous retrouve dans très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.